La discrétion est fortement conseillée. Ce qui suit est à des fins éducatives et de divertissement uniquement. Il s'agit du témoignage textuel devant le tribunal fédéral dans le procès de Sean Diddy Combs, tel que rapporté par Inner City Press. Personne ne s'attendait à ce que le prochain témoin porte un costume bleu marine, une insigne dissimulée sous le revers. Mais lorsque l'ancien agent du FBI, Mark Halperin, s'est avancé vers la barre, la salle est tombée dans un silence absolu. Ce qu'il a révélé allait bien au-delà d'un simple scandale. C'était un réseau, un système de protection si profond qu'il atteignait le plus haut bureau des États-Unis. Oui, il a cité Barack Obama, l'homme que beaucoup voyaient comme un symbole d'espoir, désormais lié selon lui à des fêtes, des pardons et une protection impliquant Diddy. Selon Halperin, la véritable raison pour laquelle Diddy était intouchable pendant des décennies n'avait rien à voir avec de bons avocats, mais tout à voir avec son utilité pour les puissants. Ce qui a suivi fut un témoignage qui liait la politique, la religion, l'industrie musicale et un réseau silencieux de contrôle en place depuis les années 1990. La salle d'audience était pleine, mais personne ne respirait. Pas quand les portes du fond se sont ouvertes et qu'un homme en costume sombre avec une mallette est entré. Aucun nom n'a été annoncé. Aucun document d'identité lu à voix haute. Le juge a simplement hoché la tête. C'était le signal. Ce n'était pas n'importe quel témoin. C'était quelqu'un qui avait opéré dans l'ombre. Quelqu'un ayant accès à des niveaux bien au-dessus de ceux d'un journaliste ou d'un détective privé. On l'a désigné uniquement comme agent de spécial rédigé, un haut fonctionnaire fédéral ayant travaillé pendant des décennies dans les divisions du FBI liées aux crimes organisés et à la corruption politique. Et aujourd'hui, pour la première fois, il témoignait sous serment à propos d'un seul homme, Sean Diddy Combs. L'agent s'est assis, a ouvert sa mallette et a posé un dossier noir sur le pupitre des témoins. Il n'a pas regardé Diddy, assis impassible à la table de la défense, les doigts étroitement entrelacés. Il n'a pas non plus regardé le jury. Il a simplement déclaré « Je surveille M. Con et son réseau depuis plus de 20 ans. Ce n'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est que nous avons enfin le droit d'en parler. » Le juge lui fit signe de continuer. L'agent a témoigné que le FBI avait ouvert des premières enquêtes sur Combs dès la fin des années 1990. « Les signaux d'alerte ont toujours été là, dit-il. Nous avions des transactions financières inexplicables, des soirées privées qui coïncidaient avec des réseaux de trafic connus à l'étranger, des liens internationaux menant à des sociétés et écrans criminels, et pourtant, à chaque fois qu'on s'approchait, les portes se refermaient brutalement. Il a décrit un cas spécifique en 2001, une opération internationale de lutte contre le blanchiment d'argent impliquant une filiale européenne de Bad Boy. Les preuves menaient directement aux équipes financières de Diddy, comptes à l'étranger, factures falsifiées, sociétés, écrans au Luxembourg et à Ibiza. Mais lorsque le moment fut venu de demander des mandats, l'ordre fut refusé. C'est à ce moment-là, a déclaré l'agent, que j'ai compris, nous ne faisions pas seulement face à une protection liée à une célébrité, nous faisions face à une interférence fédérale. Des murmures ont parcouru la salle d'audience. Je ne veux pas paraître complotiste, a-t-il poursuivi, mais c'était pas une affaire de flics locaux effrayés, c'était une directive venue d'en haut. Des gens de Washington, du plus haut niveau, nous ont dit de nous retirer. Des fichiers ont disparu. Des témoins ont été déplacés. Des enquêteurs ont été mutés ailleurs. Au début, on pensait à une coïncidence, mais ce ne l'était pas. Le ministère public a ensuite présenté une chronologie, une suite d'enquêtes bloquées entre 1999 et 2013. Chaque fois que Diddy était lié à une activité criminelle, trafic, agression, fraude électronique, un témoin clé disparaissait ou une intervention fédérale gelait l'enquête. Un juré semblait visiblement choqué. Une femme dans la galerie a halté et s'est couverte la bouche. Puis la bombe est tombée. En 2003, l'agent a déclaré « Nous avions des raisons de croire que M. Con bénéficiait d'un statut d'informateur officieux du type qui n'apparaît pas dans les registres publics. Un tel niveau de protection ne vient que de très haut, et à l'époque, seules 3 personnes dans tout le gouvernement fédéral pouvaient l'avoir autorisé. La salle s'est figée. Et Diddy, cette fois, semblait savoir exactement de qui il s'agissait. L'agent spécial rédigé s'est penché en avant et s'est éclairci la gorge. C'est ici que l'histoire bascule, parce qu'il ne s'agit pas seulement des crimes commis. Il s'agit de qui a permis
que ces crimes continuent. Et cela nous mène à la relation de M. Conze avec des figures politiques au sommet du pouvoir, notamment Barack Obama. Un silence choqué a envahi la salle d'audience. Même le juge a lentement levé la tête, les yeux plissés. L'agent a rouvert le dossier noir et a montré une série de photos au jury. La première, une image floue de 2005, Didi aux côtés du sénateur Obama lors d'une levée de fonds à Chicago. La suivante, un événement privé de 2007 à Washington DC, organisé par un groupe de lobbying influent, proche du Comité national démocrate. Didi y figurait sous un pseudonyme, mais la photo ne laissait aucun doute. Il était bien là, et il n'était pas seul. Ce n'étaient pas des séances photos, a expliqué l'agent, c'était des réunions à huis clos. Nous pensons, a déclaré l'agent, que M. Conze participait à des opérations d'échange de renseignements avec des acteurs de campagne, en échangeant des informations contre des faveurs ou une protection. La défense a bondi de son siège. Objection. Mais le procureur, imperturbable, a remis des pièces justificatives, des journaux de voyage, des métadonnées d'email, et même une note interne, partiellement censurée, mentionnant une réunion culturelle confidentielle impliquant BO et des figures du divertissement de haut niveau. Voici ce que nous savons, a poursuivi l'agent, sa voix plus ferme. En 2009, peu après l'entrée en fonction de M. Obama, notre bureau a déposé une demande d'écoute téléphonique ciblant Sean Combs. Objectif, intercepter ses communications avec des trafiquants de drogue connus qui blanchaient de l'argent via des sociétés affiliées à Bad Boy. La demande a été refusée. Agitation dans la salle d'audience. Refusée par qui ? Demanda le procureur. L'agent a tourné la dernière page du dossier, un journal d'appel d'un bureau juridique affilié à la Maison-Blanche. Le nom était censuré, mais l'horodatage correspondait exactement au moment où la demande avait été retirée. Le juge a demandé au jury d'ignorer toute spéculation. Mais le mal était fait. Les implications étaient claires, la coïncidence, impossible à ignorer. Un homme sous surveillance fédérale semblait avoir un accès suffisant à la Maison-Blanche pour faire annuler une écoute. Instantanément, nous n'alléguons pas que le président Obama a personnellement protégé M. Conze, a précisé l'agent, mais nous disons que son administration a permis une relation et que cette relation a donné à M. Conze une immunité effective pendant des années. Les journalistes griffonnaient frénétiquement. Même la sténographe a marqué une pause. Figée, c'était pas de la chance. Ce n'était pas du hasard. C'était calculé, construit, permis, par un pouvoir bien plus grand que quiconque ne l'aurait imaginé, et c'était que le début. Le jury s'était penché en avant, maintenant. Les regards fixés. Les stylos billets, l'agent spécial rédigé, venait d'ouvrir une porte que même les journalistes les plus téméraires n'avaient osé franchir. Mais ce qui allait suivre allait transformer l'atmosphère entière de la salle d'audience, de la curiosité à une forme de peur sourde. L'agent a levé une dernière image. Ce n'était pas flou, ce n'était pas volé. C'était une photo en haute définition prise lors d'un événement privé à Martha's Vineyard. On y voyait 3 hommes, Sean Diddy Combs, l'ex-président Barack Obama et le révérend Al Sharpton. Ils ne posaient pas pour la presse. C'était pas un événement public. C'était un rassemblement intime sur une propriété privée appartenant à un milliardaire de la tech ayant des liens avec l'industrie du divertissement et des sociétés de défense. Cela a été pris en 2014, déclara l'agent. Ils ont appelé ça un dîner caritatif, mais nous avons obtenu la liste des invités par des voies légales. Ce qu'ils ont trouvé, des noms liés à des enquêtes scellées, d'anciens agents de la CIA, des trafiquants d'armes sous sanction et des représentants de TriStar Entertainment. Des murmures nerveux ont de nouveau secoué la salle. Le juge a frappé violemment son marteau. À l'époque, M. Combs n'était pas là comme simple invité, poursuivit l'agent. Il était un canal, transmettant des informations venues des rues de New York, jusqu'aux salles de marbre du pouvoir politique. Et, en échange, ses péchés étaient effacés. Un juré a laissé tomber son stylo. Puis est venu le récit qui a même fait plisser les yeux du juge. En 2012, dit l'agent, une opération anti-trafic à Miami a permis d'arrêter un associé connu de M. Conze. Filles mineures, drogue, transfert bancaire offshore, une affaire explosive 48 heures plus tard, le dossier était scellé, les agents relocalisés, le suspect relâché, l'affaire
disparu. Comment ? Demanda le procureur. Un appel téléphonique venu d'une ligne interne du Capitole, répondit l'agent. C'est tout ce que nous savons. Aucun nom, juste un appel. Et tout s'est évaporé. L'agent a ensuite remis au tribunal une série de mémos internes, des emails d'agents perplexes, tous signalant une chose, des interférences invisibles mais constantes. Un message ressortait du lot, lut-il à voix haute, ne demandez pas pourquoi ça a été enterré. Soyez juste reconnaissant de ne pas être dans la pièce. Puis est venue la révélation la plus sombre jusque-là. En 2015, déclara l'agent, nous avons surveillé de près les déplacements de M. Con. Il est allé en Haïti, puis en Colombie, puis sur des îles privées des Caraïbes. Au début, nous pensions à des vacances, mais selon les services étrangers partenaires, ce n'était pas le cas. Rencontre avec des financiers affiliés au cartel, fête sur yacht avec des jeunes filles mineures, transportées depuis le Brésil et l'Europe de l'Est. Selon une source, les filles avaient été trompées, croyant participer à une audition pour American Idol. Le jury paraissait visiblement secoué. L'agent a refermé le dossier. Tout ce temps, dit-il, il portait le masque d'un magnat, d'un philanthrope, d'un révolutionnaire, mais derrière le rideau, il dirigeait un empire bâti sur la peur, le chantage et une immunité achetée par l'influence. Le juge a appelé à une pause d'audience, les spectateurs sont sortis lentement, beaucoup en silence, le regard vide. Et pour la première fois depuis le début du procès, Didi avait l'air d'un homme, conscient que les murs étaient en train de se refermer. Lorsque la cour a repris, l'atmosphère avait changé. Les spectateurs étaient plus calmes, plus nerveux. Il ne s'agissait plus simplement du procès d'un magnat de la musique. Il s'agissait désormais de l'illusion même de la justice, de la sécurité et de l'égalité. L'agent spécial rédigé a repris sa place. Son temps était devenu plus lourd. Ce que je vais révéler maintenant, dit-il, va rendre la salle encore plus tendue. Nous avons des raisons de croire à l'existence de bandes de surveillance, capturées dans plusieurs propriétés appartenant à M. Conze, et ce depuis au moins 2003. Ce n'est pas une spéculation, dit-il. Nous le savons parce que certaines de ces bandes sont brièvement passées entre les mains fédérales. Il appuya sur une télécommande. Un projecteur afficha une capture d'écran. Une salle de surveillance dans une maison de Los Angeles appartenant à Didi. Cette image provenait d'un lanceur d'alerte, employé dans une entreprise de sécurité privée, aujourd'hui dissoute. La pièce contenait plus de 30 moniteurs, chacun relié à un endroit différent, chambre, couloir, piscine, studio privé, plusieurs caméras, avons-nous appris, étaient cachées, et les personnes filmées n'étaient pas au courant. Des murmures secouèrent la salle. Et maintenant, les choses deviennent plus sombres, poursuivit l'agent. En 2016, nous avons obtenu un mandat de perquisition pour saisir 3 disques durs contenant potentiellement ces enregistrements. Mais à leur arrivée, un incendie avait déjà éclaté dans la salle des serveurs. Le feu avait été causé volontairement, et le timing, moins de 20 minutes après l'autorisation officielle. Quelqu'un les a prévenus, dit-il avec gravité. Un seul disque dur a survécu, retrouvé plus tard dans un coffre-fort à Porto Rico appartenant à un associé de Conze, ce qu'il contenait, des séquences montrant M. Conze interagissant avec des célébrités, hommes d'affaires et politiciens, dans des états de vulnérabilité extrême. Certains semblaient intoxiqués, d'autres clairement manipulés. Est-ce que Barack Obama apparaît sur ces enregistrements ? Demanda froidement le procureur. Non, répondit l'agent. Mais plusieurs amis proches, donateurs et alliés politiques de son administration y apparaissent. Et M. Con les appelait par leur prénom, il connaissait leurs secrets, il gardait ses bandes comme levier. Silence total dans la salle, puis l'agent lâcha une phrase qui allait hanter toute la procédure. Il n'enregistrait pas pour flatter son ego, il enregistrait pour se protéger, comme assurance. Au cas où quelqu'un essaierait de le faire tomber, ce soir-là, les grands médias ont brisé l'affaire en direct. Mais ailleurs, à huis clos à Washington et Los Angeles, des équipes de crise se sont rassemblées pour poser une seule question. Combien savait-il vraiment ? Le lendemain matin, la sécurité du tribunal fut renforcée, des US Marshals ont bordé les murs, l'atmosphère était différente, un type de crainte plus profond, celui qui survient quand la pourriture s'est répandue bien au-delà de son point d'origine. L'agent spécial rédigé est revenu à la barre, portant une enveloppe scellée. Il a demandé au juge de l'ouvrir en privé. À l'intérieur, un mémo classifié
avec l'entête d'une agence rarement citée dans une salle d'audience, la CIA, pour le procès, déclara l'agent, ce mémo a été déclassifié exceptionnellement. Il a été rédigé en 2012 par un analyste senior de la division des opérations domestiques, objet, actif culturel, cible à haut risque. Le juge acquiesça. L'agent poursuivi, dès le milieu des années 2000, M. Con a été identifié comme un influenceur culturel de grande valeur, avec un potentiel de manipulation intérieure. Il a été signalé par plusieurs départements pour ses liens avec des trafiquants d'armes, des banquiers offshore et des figures liées au renseignement en Europe de l'Est et en Afrique de l'Ouest. L'agent s'arrêta, laissant la salle digérer cette information. La CIA n'a jamais officiellement recruté M. Con, continua-t-il, mais elle a bénéficié de sa proximité avec des personnes d'intérêt. Ces soirées, ces événements, ces cercles étaient une mine d'or comportementale. Et, en échange, il recevait une dénégation plausible. Il pouvait opérer sans interférence légale. Vous dites que la CIA lui a permis ces crimes ? Demanda le procureur. Je dis, répondit l'agent, que ces opérations servaient leurs intérêts. Ils ne les ont peut-être pas autorisés, mais ils les ont certainement ignorés. Puis vint un élément encore plus accablant. L'agent a brandi un registre notarié. Ce document contient une liste de transferts bancaires via des sociétés, écrans liés à Cons, dont plusieurs reliés à TriStar Entertainment, et à des structures associées à la tutelle juridique d'une pop star bien connue. Parmi les destinataires, des consultants politiques de haut niveau, des lobbyistes, et même un individu lié à une affaire de traite humaine dans les Caraïbes, étrangement effacé du registre du DOJ en 2015. Le message était clair, Didi n'était pas un monstre isolé. Il faisait partie d'un circuit bien financé, étroitement contrôlé, spécialisé dans le trafic d'influence, le chantage et une guerre de l'information secrète. Et juste au moment où la Cour pensait qu'il n'y avait pas plus profond à creuser, l'agent spécial rédigé a laissé tomber une dernière révélation. Nous pensons, dit-il, qu'un des comptes offshore de M. Con a servi à acheter des informations classifiées à un ancien contractant de la NSA. Ce contractant est désormais décédé. La salle d'audience a explosé, le juge a appelé à l'ordre, mais personne, pas même les avocats de Didi, ne semblait encore savoir comment réagir. Le témoignage de l'agent avait commencé par une phrase simple. M. Con avait le numéro personnel du président. Un gémissement de stupeur a traversé la pièce. En 2014, suite au scandale dans l'industrie musicale impliquant des mineurs et des invités étrangers, notre équipe a tenté de détenir M. Con à son retour de Saint-Barthélemy. Un signal d'alerte avait été lancé, son jet privé devait être fouillé à son arrivée à Miami, l'agent a levé un document du département de la sécurité intérieure. Voici l'alerte douanière. Elle est restée active pendant 37 minutes, puis soudainement révoquée. Pourquoi ? Demanda le procureur. Parce que quelqu'un de l'administration Obama a appelé le DHS. L'appel a duré 41 secondes. C'est tout ce que nous savons. Le numéro a ensuite été retracé jusqu'à un standard sécurisé, utilisé par le cabinet juridique de la Maison-Blanche. L'alerte a disparu, l'affaire a été classée, Didi est sorti de l'aéroport libre. Les images de vidéosurveillance le montraient souriant, entrant dans un SUV noir. Nous avons ensuite appris, poursuivit l'agent, que M. Cons avait fait un don de 500 € à un PAC aligné avec la campagne de réélection d'Obama, moins de 48 heures après l'appel. Le timing était accablant, silence total dans la salle. Pas un mot, pas une toux. Même les stylos étaient à l'arrêt. L'agent inspira profondément. « Je ne suis pas ici pour accuser l'ancien président. Je suis ici pour démontrer que M. Cons avait un accès que personne d'autre n'aurait eu, et il l'a utilisé pour se protéger, couvrir ses crimes et faire taire ses victimes. » Un frisson collectif traversa la pièce. Ce n'était plus seulement à propos de Didi, c'était à propos d'un système, d'une structure, d'un pipeline, de pouvoir qui serpentait jusqu'au plus haut niveau d'influence américaine. Et la question planait désormais dans l'air, comme une fumée lourde. Qui d'autre savait ? Lorsque l'agent spécial rédigé est retourné à la barre pour la 7e fois, les journalistes avaient déjà baptisé l'audience d'un nouveau nom, le procès de la liste noire. Ce qu'il apporta cette fois
fut si explosif qu'il fut remis au juge dans une mallette ignifugée. À l'intérieur, un dossier de 94 pages que le FBI appelait « Projet Ghost Room ». Ceci, dit-il au jury, est la police d'assurance de Didi. Le dossier Ghost Room a été découvert lors d'une descente menée en 2022 dans un dépôt de stockage à Newark, New Jersey, caché dans un coffre climatisé sous un faux front commercial. Les agents ont trouvé des dizaines de disques durs, des centaines de polaroïdes, et surtout un dossier étiqueté BL, archives prioritaires protégées, à l'intérieur des notes manuscrites, des manifestes de vol, des photos de surveillance modifiées et des transcriptions de conversations, souvent captées à l'aide de micro-cachés dans des boîtes de nuit fréquentées par Didi entre 2004 et 2019. Parmi les noms figurant sur la liste, des dirigeants d'Interscope, de Roc Nation, de Live Nation et 2 anciens assistants à la Maison-Blanche, mais le plus accablant, des photos en noir et blanc de personnalités en situation compromettante avec des horodatages initiales et des mots-clés comme levier, silence, vérifier, utiliser. L'objectif de cette archive, dit l'agent, n'était pas le divertissement. C'était du chantage pur et simple. Chaque fois qu'un nouvel artiste refusait de signer ou qu'une faveur politique était nécessaire, Didi laissait entendre que des enregistrements existaient et les gens cédaient. Il cita un cas de 2017, une jeune pop star refuse de chanter à un événement de Didi. Quelques jours plus tard, des rumeurs sur un effondrement nerveux apparaissent dans la presse. Peu après, elle signe avec un label affilié au pipeline de distribution de Didi. Mais une note dans le fichier fit geler le sang dans les veines de la cour. BO plus RS, tout géré paiement, confirmé, dont reçu, les initiales, bien que non explicitement identifiées, étaient largement supposées faire référence à Barack Obama et à un cadre d'un studio d'enregistrement majeur. Aucune bande directe du président n'a été retrouvée, mais l'implication était claire, dons, faveurs, influence, un accord mutuel de longue date. Ce ne sont pas des accusations, conclut l'agent. Ce sont des schémas, des stratégies. Il ne s'agissait pas d'organiser des fêtes. Il s'agissait de construire un empire de l'ombre. Une nuit, une bande, une faveur à la fois. Alors que le procès entrait dans son 8e jour, une ambiance solennelle s'empara de la salle d'audience. Ce qui allait suivre ne concernait plus des transferts bancaires, ni des logs téléphoniques, mais des êtres humains. L'agent rédigé revint à la barre, cette fois avec une chemise cartonnée portant l'étiquette, témoignages confidentiels, témoins refusés. Ce dossier contenait des déclarations écrites de personnes ayant contacté le FBI durant les premières phases de l'enquête, mais qui avaient refusé de témoigner publiquement par peur, menace ou clause de confidentialité. Il y a au moins 26 individus, dit-il, qui nous ont donné des témoignages détaillés sur leurs expériences avec M. Conze, mais qui ont refusé d'apparaître à l'audience. Il ouvrit le dossier et lut des extraits. Le premier provenait d'une ancienne chorégraphe, ayant travaillé dans l'entourage proche de Didi entre 2005 et 2012. J'ai été drogué à une after-party. Je me suis réveillé désorienté, avec des bleus inexpliqués. Quand j'ai voulu porter plainte, mon agence m'a viré dans la semaine. Un autre témoignage venait d'un mannequin masculin, 19 ans à l'époque, invité à Miami pour un faux shooting de mode. Ce n'était pas un shooting, c'était Eyes Wide Shoot. Des caméras partout. Pas de téléphone. Un chaperon m'a dit de ne parler que si on me parle. Mais le plus dévastateur était signé d'un témoin codé Sedou Ones. J'avais 17 ans. On m'a présenté à M. Combe par un membre de son équipe. Je croyais à un mentorat, c'était jamais ça. Il m'a dit que si je partais ou si je parlais, ma famille le regretterait. La salle d'audience était figée. L'agent referma le dossier lentement. Ce ne sont pas des célébrités. Ce ne sont pas des gens avec des plateformes, mais ils existent. Et leur peur a permis à tout cela de continuer beaucoup trop longtemps. Il sortit ensuite une liste, les noms censurés, mais avec des dates et lieux correspondant à des événements connus de Didi. Le juge lui demanda « Qu'est-ce que cette liste ?» « Des victimes confirmées, répondit l'agent. Le récit correspond à plusieurs points de données de nos enquêtes. Quand il quitta la barre, plus un œil n'était sec dans la pièce. Pas même ceux du jury.
Le dernier jour du témoignage de l'agent spécial rédigé, la sécurité du tribunal fut doublée, non pas à cause de menaces externes, mais parce que tout le monde savait ce qui allait être révélé. Nous avons gardé la dernière pièce pour aujourd'hui, dit l'agent, en dépliant une transcription scellée. Il s'agit d'un appel téléphonique intercepté en 2015 entre M. Conze et une figure non identifiée liée à un grand cabinet de lobbying à Washington. La transcription a été vérifiée par des analystes ainsi que par des logiciels de reconnaissance vocale. L'agent prit une inspiration, puis lut à voix haute « Tu m'as dit de rester discret ». Mais j'ai fait ma part. J'ai amené l'argent, j'ai amené les artistes. On a retourné 5 circonscriptions en bleu au dernier cycle. Si je tombe, certains d'entre vous tomberont avec moi. L'agent releva la tête. Cette voix appartenait à M. Conze. Et ce dont il parlait n'était pas que de musique, ni que de soirée. Il faisait référence à des contributions de campagne, à de la mobilisation électorale et à une possible manipulation des élections par l'influence de célébrités. La salle a explosé. Un juré a murmuré à voix haute, sans retenue, « Jésus-Christ ». L'agent conclut d'une voix ferme. Didi n'achetait pas seulement le silence, il achetait de la pertinence. Et la monnaie d'échange, c'était votre vote. Il descendit de la barre, le juge leva la séance, et ainsi s'acheva un procès qui avait commencé comme une affaire de célébrité, mais qui devint le chapitre le plus sombre de la mémoire politique moderne. Une affaire qui, peut-être, avait enfin mis en lumière la corruption, qui se cachait derrière les portes closes depuis des décennies, et une seule question flottait désormais dans l'air: combien d'autres noms figurent sur cette liste noire? N'hésite pas à regarder notre prochaine vidéo ou notre playlist pour aller encore plus loin.